Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais jouer un petit peu les meufs aigries parce que je vais vous parler de mes unpopular opinions au niveau mode, au niveau du monde de la mode. Ça c'est des concepts, ça c'est des choses très précises. Si ce genre de vidéo vous intéresse, restez sur la vidéo parce que je vais balancer 5 de mes unpopular opinions et c'est des choses que je n'ai jamais entendues sur d'autres vidéos de ce style. Donc voilà, un petit peu de l'inédit. Vous allez avoir mon avis, ça n'engage que moi, vous êtes bien sûr libre de penser comme vous voulez. En tout cas, je vais essayer de vous détailler le plus possible le pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces différents concepts. Et le but, c'est pas de vous faire changer d'avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis. Le but ici, c'est d'échanger. Je vous donne mon avis, vous donnez le vôtre dans le respect et la bienveillance. C'est un exercice que j'ai jamais fait sur ma chaîne, donc j'ai un peu peur de vos retours là-dessus, mais si vous me suivez depuis un petit temps, vous sûrement en savez un ou deux que je dis brièvement par-ci par-là. Ça devrait pas être ultra choquant pour ceux qui sont habitués à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas et on passe à mes unpopular opinions. Commençons par le plus évident, donc celui dont je parle le plus sur ma chaîne, et c'est le fait que je n'aime vraiment pas les logos flashy, on va dire. Quand je parle de logos flashy, c'est par exemple les sacs où il est écrit en grand le nom de la marque, par exemple. Pour ce qui est du Kaba Chloé, je pense que c'est le cas où c'est écrit en grand le nom Chloé dessus. Chloé fait également, il me semble, des sandales où c'est écrit en grand Chloé de nouveau. Et il y a plein d'autres marques, bien évidemment, Balenciaga, avec leur t-shirt à 500 € avec juste écrit Balenciaga dessus. Ça me débecte. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je trouve que c'est complètement, d'abord surcoté, mais aussi passé de mode, je trouve, la génération logo. Je fais partie de ceux qui, quand ils étaient adolescents, avaient été matraqués par Abercrombie & Fitch. Pour ceux qui sont de ma génération, vous comprenez. Le but, c'était clairement d'avoir les mots Abercrombie & Fitch écrits le plus grand possible pour que de l'autre côté de la cour de récré, les gens sachent que vous portiez de l'Abercrombie & Fitch. C'est vraiment the truc à la mode en, c'était quoi, 2008, je pense. Donc ma génération adolescente, voilà, votre valeur était mesurée par rapport aux fringues que vous portiez et à celui qui avait le plus gros logo Abercrombie & Fitch. Et je peux vous dire que ça, je n'en peux plus. Il y a eu aussi, il y a quelques années, je pense que c'était vers 2016, la mode des t-shirts Gucci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, t-shirt basique blanc avec écrit Gucci dessus. Je pense qu'il y avait le drapeau de l'Italie, en tout cas les couleurs vert, blanc, rouge, si je ne me trompe pas. Il y avait aussi les chaussures Gucci. Enfin, dans ces dernières années, on a vu beaucoup de ce qu'on considère logo, donc vraiment l'écriture du mot à part entière. Revenir énormément. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est logo, donc le signe d'une marque. On a pour Céline le logo qui représente l'Arc de Triomphe. Pour Chanel, on a les 2 C entremêlés. Pour Gucci, on a le GG. Et j'en passe, il y en a vraiment plein d'autres. Je suis plus d'accord avec ce genre de logo, donc de monogramme ou de petits signes, que quand on écrit le nom en grand. Ça, je trouve que c'est vraiment juste ridicule parce que c'est juste du show-off de la part des gens. Donc, on va montrer, regarde, mon t-shirt, c'est peut-être un t-shirt blanc en coton, mais c'est un Balenciaga et je l'ai payé 500 €. Donc, c'est vraiment juste pour se la péter et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. L'année dernière, je voulais m'acheter un sac de pique-nique et j'avais hésité, pas très longtemps, entre le Chloé et le Loewe. Je ne l'ai pas acheté finalement parce qu'au niveau budget, ça n'allait pas, mais j'aurais été de toute façon sur le Loewe qui lui a juste un bout de cuir avec embossé dessus le logo Loewe. Franchement, si vous ne savez pas que ça vient de Loewe, vous ne pouvez pas le deviner, c'est pas écrit de manière si voyante dessus, alors que le Chloé, lui, c'était écrit en grand. Chloé, regardez-moi, je suis un Chloé. C'était les 2 sacs paille, sacs pique-nique qui étaient à la mode l'année dernière et depuis quelques années déjà. Donc voilà, je les considérais pendant à peu près une demi-seconde pour finalement me pencher plutôt sur le Loewe que je n'ai de toute façon pas acheté. Mais si jamais je devais en acheter un des deux, ce serait le Loewe très certainement. Le deuxième sujet pour lequel je ne suis absolument pas d'accord, et je pense que ça va en fâcher plus d'une ou d'un d'entre vous, il s'agit de tout ce qui est timeless, du concept du timeless. Donc timeless, en traduction littérale, ça veut dire intemporel. Et pour moi, c'est juste une technique marketing. Vraiment le truc, l'argument fait pour que vous achetiez en pensant que vous faites une bonne affaire, alors qu'en fait, ça n'en est pas une. Je vais arrêter de parler avec les mains là, parce que je suis à moitié italienne. Je pense que ça se ressent un peu trop dans les vidéos, parce que je suis là à vous expliquer des trucs comme ça. Le timeless, donc l'intemporel, le look intemporel. Alors, pour faire court, pour moi, l'intemporel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a très peu de pièces, voire pas de pièces selon moi, qui étaient à la mode il y a des années et qui, si vous les mettez maintenant, seraient encore parfaitement à la mode. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, un polo Ralph Lauren. Eh ben, il y a 10 ans, le polo Ralph Lauren, il avait un logo de petit joueur de polo gros comme ça. Et d'ailleurs, j'ai un des polos de cette époque-là. Je le mets encore parce que je l'adore, parce qu'il est un peu spécial et il est cher à mon cœur. Mais très clairement, c'est pas le polo le plus moderne. Non seulement on voit qu'il a été lavé beaucoup de fois, mais disons que vous trouvez ce polo-là neuf de 2010.
La taille du pied joueur de polo est clairement plus d'actualité. On sait très bien que c'est pas la nouvelle collection Ralph Lauren. Donc là où vous pensiez peut-être en 2010 qu'un polo Ralph Lauren c'était timeless, et bien en fait pas du tout. 10 ans après, il y a eu ce changement-là, c'est plus la même chose. Le fit change également, parfois la matière diminue ou augmente. En général, elle diminue plutôt. Pour mes chemises que je vous ai présentées dans la vidéo sur mes meilleurs achats de 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que le petit joueur de polo maintenant était coloré, alors qu'avant il n'était pas coloré, il était monochrome. Donc voilà, il y a toujours des petits twists qui font que le vêtement ou l'accessoire en question sont maintenant un petit peu revisités au goût du jour, tout simplement. Donc on voit très bien la différence entre les nouvelles collections et les anciennes. Pour parler de choses que Ralph Lauren, j'ai un exemple très criant, et c'est là que je pense que vous allez me taper sur les doigts, mais le timeless de chez Chanel. Comme pour le truc des logos, je l'ai considéré pendant à peu près une demi-seconde, parce que déjà, que son nom soit timeless, que son nom soit intemporel, je trouve que c'est sale au niveau marketing de faire ça. Bien évidemment, c'est une technique marketing brillante, mais je trouve ça sale parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'intemporel. Et en fait, ce sac qui coûte maintenant, je pense, quasiment 10 000 €, si je ne me trompe pas, ce sac n'a rien d'intemporel. C'est un sac matelassé. Ceux des années 80 étaient faits de bien meilleure qualité que ceux actuels, qui sont beaucoup plus faits à la chaîne et plus nécessairement à la main. Je me suis renseignée là-dessus, donc essayez pas de me tailler en commentaire. Ceux des années 80, les hardware étaient souvent faits en or, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai regardé énormément de vidéos unboxing ces dernières années du timeless, que ce soit des colorés ou des plus classiques noirs grainés pour faire en sorte qu'ils durent un peu plus dans le temps. La réalité, c'est que dans la plupart des cas, il y avait un défaut sur le sac. Déjà ça, c'est scandaleux pour le prix qu'on paye. On est censé vraiment recevoir l'article nickel chrome et clairement, c'est pas le cas et je pense que vous le savez si vous êtes intéressé un minimum par l'univers du luxe, mais que Chanel a réduit sa qualité largement ces dernières années. Je pense qu'ils ne sponsorisent pas d'influenceuses, mais ce monde de l'influence a un peu desservi la marque. Parce qu'à partir du moment où on voit ce sac sur tout le monde, et bien, même s'il se voulait être un sac intemporel, ça devient en fait un hit bag. Et quelques années plus tard, on trouve ça démodé. La preuve en est, si vous regardez sur Instagram de 2018-2019, c'était le sac qu'on voyait le plus avec des Yves Saint Laurent et peut-être le Chloé Tess et le Chloé Drew. Le Timeless Chanel était clairement le sac roi de ces années un petit peu pré-pandémie, un petit peu aussi après la pandémie. Mais en réalité, maintenant, si vous regardez sur Insta, dans les nouvelles photos des influenceuses, il est très peu porté par rapport à l'époque. Donc je pense qu'elles commencent à réaliser que c'est plus un sac qui est tant à la mode que ça, peut-être même qu'elles sont en train de le revendre, ce sac-là. Et je me souviens des discours qu'il y avait à l'époque de « c'est un sac que je donnerais à ma fille et je pourrais en retirer un bon montant si jamais je le revends ». Tout ça, c'est de la blague, de la vaste blague, en tout cas selon moi, et ça fera appel à un point qui viendra plus tard sur l'investissement dans le luxe. Votre fille, elle trouvera que c'est un truc ultra ringard, parce qu'il y a quelques années de ça, je me souviens très bien dans les années 2000 à 2010, personne à part les grands-mères portait ce sac. Donc, c'est pas du tout intemporel. Dans quelques années, si jamais vous voyez quelqu'un dans la rue avec ce sac, vous direz c'est ce 2018. Donc, il faut arrêter de croire que les choses sont intemporelles. Il y a pratiquement rien, pratiquement aucun objet qui est intemporel. Par contre, ça a fait un argument marketing en béton et ça a bien servi la marque. Encore une fois, cet avis n'engage que moi. Si jamais vous pensez quelque chose de différent, n'hésitez pas à laisser en commentaire. J'adorerais débattre parce que j'ai pas beaucoup d'occasion d'en parler avec d'autres gens de ce genre de sujet. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire. J'adorerais avoir une conversation sur le sujet avec vous et ouais, avoir votre avis. Pour la troisième unpopular opinion, je voulais vous parler d'un truc un peu plus précis plutôt que des grands concepts du style le logo et le timeless. Là, on va parler d'une marque très précise que je n'apprécie pas du tout, et il s'agit d'une marque française, donc me taillez pas en commentaire s'il vous plaît, juste parce que je trouve qu'elle est pas super légitime dans le milieu du luxe et que j'aime pas du tout ses modèles. Et il s'agit de la marque Jacquemus. Alors comme je viens de vous dire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime pas la marque Jacquemus. Tout d'abord, ils se sont fait connaître, enfin il me semble parce que c'est comme ça que je les ai connus, avec le sac Chiquito. On en parle du sac Chiquito. Ce truc qui est minuscule, tu peux rien mettre dedans. C'était vraiment juste une question de haute mode, selon moi. Et sur ma chaîne, on parle pas vraiment de haute mode. On parle de high street shops, H&M, Zara, Mango, ce genre de trucs. Des trucs qui sont accessibles et qui sont pratiques dans la vie de tous les jours. Ce genre de trucs. Mais je parle pas de Fashion Week et ce genre de trucs. Et même si, dans Le Diable s'habille en Prada, ils disent que tout commence dans les bureaux de haute fashion et redescend vers le consommateur lambda, certes, je trouve quand même que Jacquemus est complètement surcoté parce que ce Chiquito n'a absolument aucune utilité, si ce n'est juste stylistiquement parlant, mais clairement, on devait prendre un sac à côté. Déjà, ce côté zéro utile, ça m'intéresse pas.
Mais aussi, j'ai regardé encore une fois beaucoup d'unboxing sur YouTube. En ce qui concerne le Bambino de chez Jacquemus, qui est une de mes amies qui aime bien ce sac et qui considérait investir dedans, je me suis dit pourquoi pas se renseigner, juste vous savez, par culture générale, j'aime bien regarder les trucs, même si je les achèterais pas. Et dans les unboxings, il y a beaucoup de filles qui disent du mal de ce sac, à peine l'avoir sorti de sa boîte. Parfois, il manque des lettres, genre Jacquemus, il n'y a pas de S. Ou alors, il y a des défauts, des coutures qui vont pas. Il me semble qu'ils ne font pas de cuir grainé, que c'est que du cuir lisse. Et le cuir lisse, ça se raye très facilement. Et il y en a beaucoup, du coup, qui arrivaient déjà rayés avec une partie du sac un petit peu cartonné qui est déjà enfoncée alors qu'elle sort de la boîte. Pour moi, c'est inadmissible qu'un sac qui coûte 500 € et plus puisse arriver dans cet état-là. Il n'est pas censé avoir été manipulé tant que ça. Donc, imaginez l'utilisation quotidienne que vous en aurez. Après quelques semaines, ce sac ne ressemble plus à rien. Donc, pour moi, c'est un no-go, cette marque, que ce soit de la qualité. Les designs, je n'aime pas. Le Chiquito, on n'en parle même pas. Mais le Bambino, franchement, c'est un hit back. Enfin, c'est pas du tout un truc qui va rester même plus qu'un an. Je parle même pas de dans 10 ans où qu'ils essayent de faire passer ça pour du timeless. Je pense pas que ce soit leur but ici marketing. Mais franchement, c'est un hit bag. Les sacs colorés comme ça, pour moi, on s'en lasse très vite et je pense pas que vous en aurez pour votre argent si jamais vous le revendez. Et un dernier truc par rapport à Jacquemus, et puis après j'arrêterai de bâcher cette pauvre marque. Chez les Américaines, elles disent toutes Jacquemus. Je pense que c'était un sketch de Malik Bentala qui s'intitulait du coup Jacquemus. Il se prend pour Jacquemus dans les bureaux de haute mode et il critique des trucs, mais c'est vraiment ridicule. Bien sûr, c'est un sketch. Mais je trouve ça tellement drôle quand elles disent Jacquemus, ça casse toute l'image de marque selon moi. Ça fait vraiment cheap. Tellement ça sonne ridicule, Jacquemus par rapport à Jacquemus, quoi. Donc ça, j'imagine que la marque n'y peut rien, donc je devrais pas trop leur en tenir rigueur. Mais c'est juste que... franchement, je me balade dans la rue et qu'on me dise « Oh, t'as un Jacquemus », ça ferait mal, quoi. Alors maintenant, on va parler argent et on va parler de l'investissement dans le luxe. Je vais essayer de pas la faire trop longue, mais j'ai quand même quelques faits à vous présenter parce que certes, c'est mon avis, mais j'ai pas non plus envie de le baser sur rien. Donc en gros, j'ai fait des recherches par rapport à ça parce que c'était une intuition que j'avais. J'avais jamais vraiment regardé les faits. Donc en ayant fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'investissement dans le luxe existe, mais c'est pas du tout un bon investissement. Voilà, donc je ne peux pas dire que c'est pas un investissement, parce qu'en réalité, pour certains articles, quand vous l'achetez à un moment T, vous pouvez le revendre à un moment T+1 un peu plus cher. Donc ça peut réellement s'appeler investissement. Après, il y a bon ou mauvais investissement. Mauvais investissement, ça peut être vous perdez carrément en valeur, ou ça peut être que vous prenez de la valeur, mais qui ne soit pas aussi grand qu'un autre investissement que vous auriez pu faire avec cet argent que vous avez mis de base au moment T. J'espère que je m'exprime clairement, mais je vais vous donner un exemple de toute façon, comme ça on peut retracer le truc ensemble, et comme ça l'argument est très clair et plutôt béton, même si vous pouvez débattre en commentaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tous les sacs ne sont pas considérés comme des sacs investissement. Comme sac investissement, on compte plutôt les Birkin, les Kelly et les sacs de chez Chanel. Tout ce qui est Bottega Veneta, Balenciaga, ça c'est tout des hit bags, donc pour moi je ne les considérais même pas comme des bons investissements. C'est directement mis dans la case très mauvais investissement parce que dès que vous l'achetez, il perd en valeur. Donc pour tout ce qui est hit bag, ça va vraiment dans la case très mauvais investissement. Donc pour les données que j'ai rassemblées ici, il s'agit du sac de chez Hermès, donc le Birkin en 35 cm en couleur Togo. Donc ça c'est vraiment classique de chez classique de la maison Hermès. Et en 2010, ce sac valait 9 350 $. On va tout faire en dollars ici, ce sera plus simple. Et si son ou sa propriétaire le revendait en 2020, il valait 13 200 $. Donc il y a eu une petite marge entre 9 000 quelque chose et 13 200 $. Il y a une petite marge effectivement de gain. Mais selon moi, cette marge, elle est vraiment insuffisante et c'est pour ça que certes, c'est un investissement, mais pas suffisamment selon moi. Parce que si on compare avec la bourse, et je vais prendre le truc le plus connu qui est le S&P 500, et bien si vous aviez mis en 2010 en S&P 500 9 350 $, vous en auriez obtenu en 2020 32 424 $. Entre le 13 200 et le 32 000, je pense qu'il y a un investissement qui était un petit peu mieux que l'autre et un petit peu plus intéressant financièrement. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que la bourse pour investir, mais là, je vous ai donné l'exemple le plus criant et ce qui pour moi me semblait le plus intuitif. Et quand j'ai vu les chiffres, ça n'a fait aucun doute. Donc, je ne vais pas commencer à comparer avec de l'immobilier ou quoi, parce qu'avec 9 000, je ne vois pas trop ce qu'on peut acheter au niveau immobilier, à part peut-être un garage, mais pas beaucoup plus que ça. Il y a quand même plusieurs avantages à la bourse et je ne suis pas du tout en train de vous pousser à investir, hein. Je fais juste un comparatif des deux et comme quoi, moi, j'aurais mis mes 9 000 clairement en bourse plutôt que dans un sac. Mais c'est tout simplement que la bourse, ça
génère des intérêts composés. Donc ça s'appelle compound interest en anglais, si jamais vous voulez aller voir, il y a beaucoup de documentation là-dessus. C'est juste que votre argent génère de l'argent, c'est vraiment le concept de faire de l'argent par l'argent. Et en fait, ces intérêts, vous pouvez les réinvestir. Donc votre capital, chaque année, il augmente et ça grandit comme ça. Votre pot augmente en plus d'intérêts qui sont à chaque fois réinvestis. Vous pouvez sortir si vous voulez les utiliser, mais vous pouvez également les réinvestir. Et comme ça, votre petit pot augmente et génère de plus en plus parce qu'il augmente lui-même. Donc il génère de plus en plus d'année en année. Mais l'avantage de la bourse, c'est aussi que c'est beaucoup plus liquide. Vous pouvez sortir de la bourse bien plus rapidement que de vendre un sac. Parce que si vous voulez revendre votre sac, vous devez aller sur un site de revente. Et en général, il y a bien sûr une commission à donner au site, mais très souvent aussi, l'acquéreur va devoir payer du coup des frais d'authentification. Et je pense que parfois, c'est à charge du vendeur. Donc là où vous pensiez vendre votre sac à 3200, en réalité, il y a des frais de commission. Donc on va dire 500 de frais de commission sur un gros montant comme ça. Donc c'est 500 qui ne sont pas dans votre poche, plus potentiellement les frais d'authentification. Donc voilà, ça fait déjà quand même sur ce que vous pensiez être 3200 de revente, un peu moins que ça. Alors que pour sortir de la bourse, certes, il y a des frais pour entrer en bourse et chaque année, vous avez des frais fixes. Et surtout, vous pouvez sortir de la bourse quand vous voulez, alors qu'un sac, ça peut prendre des mois, voire des années pour être vendu au prix que vous souhaitez. Un autre avantage de la bourse versus l'investissement dans un sac de luxe, un objet de luxe, c'est que pour ce qui est du sac de luxe, vous êtes lié à la marque en fait. Quand Jane Birkin a dit qu'elle voulait plus que le sac soit appelé Birkin parce qu'il faisait de la maltraitance animale, il me semble pour les peaux de croco, et ça a eu un impact bien évidemment sur la vente des Birkin et sur la revente des Birkin. Donc votre sac est lié à l'image de marque de la maison de luxe en question. Donc si la maison de luxe voit son image détériorée par n'importe quel facteur externe, que ce soit Jane Birkin qui veut plus être associée à la marque, ou le patron Hermès qui fait partie d'un scandale, ou une vidéo des entrepôts de crocodiles où il les traite pas très bien sort, ça fait scandale. Tout ça influence l'image de marque de cette maison et donc votre article, sa potentielle revente et votre marge. Alors que pour ce qui concerne la bourse, si vous mettez votre argent dans un index du style S&P 500, on parle des 500 entreprises qui font partie de ce groupe. Donc si une a la réputation qui est détériorée, l'impact sur le groupe est bien moindre. Donc en mettant votre argent dans un sac de luxe d'une seule maison de luxe, ce que vous faites, c'est du pick and choose, ce qu'on appelle ça dans l'investissement. C'est que vous mettez votre argent dans une seule entreprise, disons par exemple Tesla. Si vous mettez votre argent chez Tesla ou si vous mettez votre argent chez Hermès en achetant cet objet, donc c'est pareil, si la réputation de Tesla crache, votre action va chuter également. Pareil pour Hermès, mais en bourse, vous avez cette possibilité d'avoir des index où il y a des groupes comme ça d'entreprises. Et si jamais une des entreprises crache, mais ça impacte le groupe de façon bien moindre que si c'était que des actions de Tesla. Et là, vous avez votre action qui crache complètement. Et pour finir, l'argument qui est peut-être le plus concret de mon argumentaire, et j'espère que vous êtes encore avec moi parce que c'est des super techniques, c'est qu'un sac, ça peut s'abîmer. Contrairement à un investissement en bourse, le sac, lui, il peut s'abîmer. Si vous avez envie de le mettre tous les jours dans la rue, quand vous sortez, quand vous allez boire un verre avec des copines et tout, il est sujet aux intempéries, à ce que vous le mettiez par terre et qu'il s'abîme, parce que vous le claquez contre une porte sans faire exprès. Même si vous le posez sur vos jambes et que vous avez un pantalon noir, potentiellement, si votre pantalon n'est pas de très bonne qualité, il pourrait déteindre sur le sac. Donc il est sujet à plein d'aléas, alors qu'en bourse, c'est de l'argent, c'est pas concret, c'est des chiffres, ça ne peut pas être altéré par des conditions météorologiques ou les aléas de la vie. Donc si vous voulez investir dans le luxe, en fait, il va falloir que vous laissiez votre sac dans un endroit qui soit à bonne température, avec une humidité correcte, que vous regardiez de temps en temps s'il va bien, s'il ne faut pas le polir à certains endroits, parce qu'il me semble que l'hardware, même chez Hermès, il faut le polir de temps en temps parce qu'il s'oxyde. Donc ça demande en plus de ça un maintien, alors que la bourse, vous mettez votre argent en 2010 et vous laissez fluctuer jusqu'en 2020 quand vous le voulez le sortir, et vous sortez vos 32 424 $. Mais ça ne demande pas un entretien hebdomadaire. C'est un peu mal de laisser un Birkin qu'on a acheté dans un dust bag et qu'on sort que de manière hyper sporadique pour faire gaffe toute la soirée à ce que... Donc voilà, mon argumentaire est fini et je pense qu'il était très long et très technique. J'espère en tout cas que ça vous aura fait réaliser que certes c'est un investissement et que vous pouvez vous faire une marge, mais que c'est aux frais de beaucoup de risques parce que c'est vraiment faire du pick and choose, qui est sujet à plein d'aléas et que surtout la marge est bien moindre que ce que vous pourriez faire en bourse dans un index ou si vous investissez dans l'immobilier ou quoi. Moi j'ai pris le S&P 500 parce que c'était l'exemple le plus criant. Donc voilà, j'espère que l'argumentaire vous aura plu. Et j'ai un dernier point pour vous, et pour le coup je vous laisse tranquille par rapport aux chiffres, et il s'agit du style old money. Ça m'a fait crier quand il y a 1 an et demi de ça, il y a commencé à y avoir cette tendance old money. Maintenant, ça a changé par
mob wife, je pense. C'est ce qui est le nouveau truc à la mode. Sauf qu'il y a un truc qui n'a pas été trop compris. C'est que le style old money, bon déjà le mot n'existait pas, hein, ça a été inventé il y a 1 an et demi, je n'avais jamais entendu ça avant. Le style old money, on en a fait une trend, et ça j'ai vraiment pas aimé, parce qu'en plus la trend était complètement fausse. Et c'est assez simple, hein, quand on regarde old money, c'est vraiment les vieilles richesses, donc c'est comment s'habillent les gens qui ont un héritage qui était sur plusieurs générations. Donc c'est en opposition aux nouveaux riches, qui eux en général vont chez Balenciaga, prennent le t-shirt et essayent de vraiment me montrer. Et regardez, moi je suis un nouveau riche, j'ai de l'argent. Quand il s'agit des plus vieilles richesses, en général, déjà c'est tellement un milieu normal pour eux parce qu'ils sont nés dedans qu'ils ne se posent pas trop la question de montrer qu'ils ont de l'argent ou pas, qu'ils ne veulent pas crier sur tous les toits qu'ils ont de l'argent. Donc déjà ça c'est la différence entre old money et new money, donc la nouvelle richesse. Vieille richesse versus la nouvelle richesse. Pour ce qui est du look old money et comment ça a été compris et détourné il y a 1 an et demi, et c'est ça que j'aime pas du tout dans le truc, c'est qu'on a vu des looks qui étaient assez plats. Assez plats parce que c'était très tailleur blanc, petite veste, petit veston, pas trop de couleurs, et ça déjà c'est complètement faux. Ça déjà, c'est vraiment, mais je vous assure, vraiment faux. Si vous tapez sur simplement Google Old Money, vous trouverez de la couleur. C'est pas du tout vrai que c'est que des choses blanches et beiges. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de couleurs. Et je vais vous donner 2 exemples assez simples pour qui personne ne pourra dire que c'est pas des Old Money. Mais il s'agit de Kate Middleton et de Princesse Diana. Je suis en Angleterre, donc on va parler un petit peu de la royauté anglaise. Mais voilà, Kate Middleton, elle met souvent des touches de couleur. Si jamais elle veut aller sur le plus sobre, certes, il y a du beige, mais il y a aussi beaucoup de vert, même si c'est du vert un peu plus foncé, ça fait un peu plus campagne Cotswolds. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'environnement Cotswolds. C'est tout ce qui est, vous savez, les bottes de pluie, les vestes un petit peu chasseurs, c'est très british. Mais Diana, elle mettait carrément des couleurs hyper flashy. Tout le monde se souvient de son pantalon Vichy. Je trouve ce look absolument génial. Je pense qu'elle mettait même un pull rose au-dessus. C'était vraiment canon. Ça lui allait super bien. Donc voilà, c'est pas du tout vrai que les old money portent pas de couleurs. Au contraire, ils portent des couleurs, mais avec goût. J'imagine qu'il y a des stylistes qui passent par là aussi. Mais en général, oui, ils sont habillés assez colorés. Juste que ce soit élégant, que ça suive un minimum la mode. C'est parce que ce que Lady Diana porte sur la photo, c'est plus exactement au goût du jour. Vous voyez, la coupe du pantalon est plus hyper au goût du jour. Donc à l'époque, dans les années 80, ça l'était. Elle était à la mode, mais tout en restant très chic. Et donc clairement, ça se voit que ces 2 femmes viennent de milieux assez aisés et qu'elles embrace la mode de manière contemporaine, mais tout en restant quand même un minimum classique. Kate Middleton, quand elle porte une chemise, elle ne la porte pas de manière ouverte comme ça, elle la porte bien boutonnée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait la différence entre old money et new money, c'est que on n'a pas besoin de montrer non plus ses jambes, son décolleté, ses bras. C'est tout en élégance, quoi. Donc ça, c'est le premier truc par rapport aux couleurs. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de couleurs chez les old money, absolument pas. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc qui a été très mal compris, c'est tout ce qui est attitude. En fait, le look, c'est bien, mais si on n'a pas l'attitude qui va avec, ça sert un peu à rien. Et quand on regarde, encore une fois, ces 2 femmes que je vous ai présentées, elles ont une certaine classe. Et la classe, ça peut s'acquérir. Mais moi, ce que je trouve qui est bizarre, c'est que sur Instagram, les filles qu'on voyait en style old money, certaines, hein, pas toutes, je ne vais pas faire de généralité non plus, mais ça n'avait pas du tout de classe. Surtout, avaient une couche de maquillage comme ça. Or, si vous voyez Kate et Diana, c'est des beautés naturelles. Et c'est pas grave, on peut ne pas être super jolie naturellement et on peut vouloir s'améliorer avec le maquillage. On n'est pas obligé d'être bronzé comme si on avait passé 2 semaines à Dubaï à se prendre le soleil en pleine figure. On peut très bien mettre ses atouts naturels en valeur. Et ce qui va avec le style old money, c'est un maquillage très léger qui va avec l'attitude qui est de ne pas vouloir en faire trop. Mais moi, ce que j'ai vu sur Instagram, c'était pas du tout ça. C'était vraiment un accoutrement exagéré, chic, avec beaucoup de tailleurs, alors que c'est pas du tout ce que les old money portent principalement. Et surtout, et oui, beaucoup de maquillage, beaucoup d'accessoires. Alors qu'encore une fois, si vous regardez ces 2 femmes, il n'y a pas beaucoup de maquillage, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. C'est des looks très souvent colorés, assez simples, contemporains et en réalité assez sobres. Donc c'est vraiment ce qui différencie le mouvement old money qu'on a vu ces dernières années versus le réel look, on va dire, old money. Ce qui pour moi est une populaire opinion, c'est de ne pas du tout avoir adhéré à ce mouvement parce que selon moi, il a été hyper incompris, complètement détourné. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous ai présenté 5 de mes unpopular opinions. C'était assez long, c'était beaucoup des concepts, à part Jacques Mus qui était un peu plus précis. C'est beaucoup des concepts qui m'énervent vraiment quand je scrolle Instagram et que je vois des hashtags old money, hashtags investissement dans le luxe. Ça me sort de mes gonds la plupart du temps.
et je pensais que c'était intéressant de vous en parler. Donc voilà, j'attends vraiment en commentaire d'avoir vos avis, ou sur Insta si vous voulez pas que votre commentaire soit public et que d'autres gens voient ce que vous pensez, n'hésitez pas à me DM. J'adorerais parler de ça parce que je vous dis, j'en ai pas beaucoup l'occasion. Mais voilà, c'était le moment meuf aigrie, ça arrive pas souvent sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Je vais retourner bosser sur des vidéos qui sont un peu moins problématiques et controversées, et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mode. Prenez soin de vous.